Et donc, cet aspect carnassier du pouvoir qui n'est pas un principe africain, puisque je viens de vous citer Bacon, Deleuze, Derrida, mais qui est un peu constitutif du pouvoir à la manière dont Charles Tilly nous dit que le crime est constitutif de l'État. C'est ce que Césaire et Fanon nous disent ici à propos de cette formation spécifique du pouvoir qu'est le pouvoir colonial, ce en quoi d'ailleurs quelqu'un comme Tocqueville, un grand démocrate libéral, il dit exactement la même chose dans son ouvrage de la colonie en Algérie. Et donc, alors, pour résumer tout cela, ce serait difficile pour aller dans les détails. Il y a quand même un paradoxe finalement dans ces rapports entre le pouvoir colonial et la vie, c'est que le paradoxe réside dans la relation entre soigné et blessé. Le pouvoir colonial, nous dit Fanon, constamment blesse, mais en même temps, il essaie de soigner. Je crois que Jean-François a de ce point de vue dans son livre une citation extrêmement intéressante. Le corps qui tantôt est enfermé, dénudé, enchaîné, contraint au labeur, frappé, déporté, mis à mort, est le même qui ailleurs est soigné, éduqué, habillé, alimenté, rémunéré. Donc vous avez ce paradoxe qui est constitutif, effectivement, des rapports entre le pouvoir colonial et la question de la vie. Ce sont des vignettes que je vous donne là, parce qu'il faudrait aller vite. Il me faut donc ramener tout cela au présent et dire rapidement que, à mon avis, 3 événements majeurs ont, au cours notamment du dernier quart du XXe siècle, profondément affecté les conditions matérielles de production de la vie en Afrique. À mon avis, ces événements sont les suivants. D'un côté, le durcissement de la contrainte monétaire et ses effets de revivification des imaginaires du lointain et de la longue distance. Imaginaire du lointain et de la longue distance, si vous voulez, migration. Mais c'est beaucoup plus que ce que l'on appelle les migrations. Deuxième facteur, la concomitance de ce que l'on a appelé la démocratisation et l'informalisation et de l'économie et des structures étatiques. Et finalement, la dispersion du pouvoir d'État et la diffraction de la société. Je crois que ces 3 événements se sont parfois relayés, parfois aussi leurs effets se sont annulés réciproquement, ou au contraire ils ont servi d'aiguillons les uns aux autres, jusqu'au point de provoquer un enroulement de l'expérience individuelle et sociale. Et dans leur simultanéité, ces événements constituent, me paraît-il, le cadre d'émergence de conception du pouvoir et du politique qui accorde aujourd'hui une place prépondérante aux luttes pour ou contre le pouvoir comme des affrontements belliqueux qui ont pour finalité la triple prise sur les ressources, les corps et en définitive sur la vie. J'aurais pu aller au fond des choses et disons, développer chacun de ces aspects, mais on n'a pas le temps de le faire. Je vais terminer maintenant. Mon séjour en Afrique du Sud
m'a obligé non seulement à continuer cette réflexion sur les rapports entre pouvoir et vie, question de l'urgence, mais aussi à prendre au sérieux une certaine expérience de, faute d'un autre terme, ce que j'appellerais la promesse. Mais aussi la fragilité de celle-ci. L'Afrique du Sud m'oblige à m'interroger sur quand est-ce que le nouveau va enfin venir. C'est une vieille question qui taraude la pensée africaine depuis très longtemps, et qui a pris chaque fois des formes différentes, mais beaucoup plus dramatiques en Afrique du Sud à cause de tous les enjeux politiques, économiques, symboliques liés à ce pays. Des questions telles que est-ce que le nouveau serait-il déjà à l'œuvre? Si oui, comment le déchiffrer? Ou encore, sommes-nous pris au mirage de ce qui n'est qu'une forme ancienne du nouveau, un nouveau encore trop ancien, parce qu'il est captif des forces de destruction? Et donc, je termine là, Saïd, vous me demandiez quid de l'avenir? Comment pourrais-je répondre à une telle question? Il me faudrait vraiment un devin et aller faire quelques études avec les IFA chez les Yoruba pour y répondre. Mais c'est une question qui parcourt l'interrogation centrale que j'ai essayé de partager avec vous ce soir, qui porte sur le rapport entre le pouvoir et la vie. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Achille. Je donne la parole à Jean-François Bayard pour la... Merci Richard. C'est naturellement à moi de remercier la girafe, animal sympathique qui a pu organiser cette réunion ce soir et qui effectivement a réussi le tour de force à capturer l'indigène et à nous l'amener au prix de sortilège dont voudrait bien nous donner le secret, parce que ça s'avère tout à fait utile. Je suis naturellement très embarrassé par deux choses. Tout d'abord par les paroles beaucoup trop généreuses de vous tous et notamment de Xavier. En réalité, j'ai bien entendu autant appris d'Achille, ce qu'il a eu la gentillesse de dire, appris de ma part. Tu raillais tout à l'heure l'expression se tenir debout par soi-même. Il en est de l'écriture comme de la station debout, en fait. On écrit toujours, on n'écrit jamais par soi-même, on écrit toujours avec les autres. Et Achille et aussi Richard et beaucoup d'autres dans la salle, eh bien, c'est grâce à vous que j'ai pu écrire, par exemple, l'État en Afrique ou l'illusion identitaire ou le gouvernement du monde. Donc, je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Et puis, je suis également embarrassé par l'amitié et par le compagnonnage qui nous unit depuis effectivement pas mal d'années. Donc je dois dire d'ailleurs qu'il y a une part de contingence, parce que si on s'était rencontrés quelques années plus tard, il est vraisemblable que nous ne serions pas à cette table ensemble, parce que tu n'aurais jamais pu déchiffrer les 4 pages que je t'ai envoyées de commentaires de ton mémoire. Mais enfin voilà. Donc je crois qu'il n'est pas facile de jouer le rôle de discutant lorsqu'il y a une trop grande intimité ou un trop grand partage d'itinéraire, comme cela est le cas entre nous deux, et finalement complicité qui ne s'est jamais démentie, malgré l'éloignement, malgré les carrières différentes, etc. J'ai été tout à fait amusé, évidemment assez emballé de la manière dont nous avons spontanément, sans nous concerter, réagi avec des mots tout à fait similaires
au discours assez catastrophique de notre président de la République, enfin le mien, je te délivre de cette tâche, de ce devoir, de ce fardeau de l'homme blanc. Et je crois qu'il est assez troublant de voir, enfin quand on a échangé comme ça notre copie sans véritablement nous être concertés, il était assez troublant et assez impressionnant de voir comment nous avions exactement le même urticaire à l'encontre des paroles qui ont été prononcées à Dakar. Je voudrais quand même essayer cet exercice de distanciation qui n'est pas commode, aussi brièvement que possible, parce qu'encore une fois, je crois que l'essentiel, c'est le débat qui va se nouer entre la salle et toi. Et je voudrais, sans flagornerie et sans griotisme, dire d'abord 3 choses à propos de ton itinéraire intellectuel qui me marque et qui, je pense, que contribue à expliquer l'audience de ce soir. Je crois quand même, enfin, je te prie d'excuser le caractère extrêmement direct de mon propos, dont j'espère qu'il ne sera pas trop gênant, mais je crois quand même que ce qui fait la force et l'exemplarité de ton itinéraire, c'est une chose qui est assez peu partagée, non pas simplement en Afrique, mais dans le monde intellectuel en général, c'est-à-dire le courage. Et le courage, quand même, quand on est intellectuel en Afrique, c'est pas exactement le même courage que l'intellectuel occidental, par exemple. Enfin, d'un intellectuel qui vit en Occident. Ça a d'abord été un courage physique. Écrire sur l'UPC à la fin des années 1970 ou au début des années 1980, c'est quand même pas si commode que cela. Bon, et puis ensuite, naturellement, courage intellectuel, courage scientifique, disons, par la suite des choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental qu'il faut dire très très clairement. Deuxième chose qui me frappe dans ton itinéraire, c'est ton refus viscéral de l'indigénisme, disons, intellectuel et politique, cette espèce de revendication d'inauthenticité, évidemment assez ironique, cette volonté de déafricaniser les sciences sociales, projet intellectuel que tu as incarné au Codesria, là aussi de façon assez courageuse et non sans tumulte, et le dialogue que tu as non seulement noué avec toute une série de collègues, par exemple d'Europe, d'Amérique du Nord, mais également avec des collègues indiens, puisque avec Mamadou Diouf, un autre de tes vieux complices, tu as été un des intellectuels africains, un des chercheurs africains, qui a le mieux connu et le mieux exploré ces terres subalternistes de nos collègues indiens. Et puis je crois qu'il y a une troisième particularité de ton itinéraire, c'est ton écriture. Et alors, je ne sais pas s'il faut dire ton œuvre, c'est un peu emphatique, mais enfin disons tes écrits, tes travaux sont quand même marqués par une écriture qui est puissante, qui est très personnelle, qui peut être parfois énigmatique. Saïd Havas en faisait allusion tout à l'heure. Donc on retrouve par exemple effectivement ce champ lexical funeste, mais je crois que c'est quand même une force. Par exemple, le titre de l'un de tes premiers ouvrages, Afrique indocile, qui là aussi naturellement est très ironique, très autobiographique aussi, il faut bien le dire, est un exemple parmi d'autres, disons, de ta puissance d'écriture.